On est revenu aujourd'hui dans le cadre du café juridique sur le thème télétravail, modalités et rémunération. Et on a choisi de tenir un café juridique autour du thème des modalités de la rémunération du télétravail. C'est compte tenu tout simplement du fait qu'au cours des 3 dernières années, le télétravail a pris de l'ampleur au sein des organisations, que ce soit au niveau local, que ce soit dans les autres pays en Europe ou en Amérique du Nord ou même en Amérique du Sud ou en Asie. Donc du coup, les challenges ou alors les préoccupations à travers ce café juridique, c'est de pouvoir définir un cadre juridique du télétravail, pouvoir répondre notamment à la question de savoir est-ce que le télétravail correspond au travail au sens classique du terme. Si oui, dans quelle mesure? Sinon, pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il puisse être arrimé? Merci encore une fois de plus à tous les deux d'avoir bien voulu vous rendre disponibles. Allô? Oui, on t'écoute, hein. Ah, ben moi, je t'écoute attentivement. J'écoute aussi, hein. Je suis là. D'accord. Sans plus tarder, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va rentrer dans le vif du sujet. Avec la première préoccupation, s'il fallait commencer cet entretien en vous présentant, que diriez-vous? D'accord, merci beaucoup déjà pour le décor que tu as planté par rapport à la thématique qui nous réunit, on va dire tous les trois, cet après-midi, Pauline et moi. Donc, je vais te donner la parole dans un premier temps à Pauline, honneur aux dames. Ensuite, moi, je me présenterai aussi. Merci Frédéric pour cet honneur. Merci Yvan. Tout d'abord, je tenais à te remercier du coup d'avoir pensé à moi. Je suis honorée, c'est la deuxième fois du coup qu'on collabore ensemble et c'est toujours un plaisir. Donc pour me présenter, donc moi je suis Pauline Macon. Je suis donc la fondatrice du cabinet de recrutement La Pépite. Qu'est-ce que c'est que la pépite? La pépite, en fait, on fait du conseil aux entreprises, notamment sur la partie RH, donc beaucoup plus la partie recrutement, avec une petite partie formation et une partie conseil RH tout simplement. Voilà, donc on travaille sur tout l'ensemble du territoire français et pourquoi pas dans un avenir proche s'étendre à l'international. Merci Voilà Pauline. Frédéric? Yes, très belle présentation, Pauline. Alors, moi, je t'ai déjà remercié, hein, Yvan. Je pense aussi, tout comme Pauline, que c'est la deuxième fois qu'on se retrouve dans un cadre d'échange, de collaboration. Et voilà, je me sens flatté, honoré. Donc, moi, on m'a dit que je me considère comme un citoyen du monde, hein, dans le sens large du terme, passionné par les relations humaines. J'ai construit un peu ma carrière dans ce domaine-là à travers des entreprises, on va dire, multisectorielles, de l'agroalimentaire, des cabinets de recrutement, une fintech, une multinationale. Et voilà, aujourd'hui, je me suis un peu positionné comme cette personne-là qui a le souci du bien-être des personnes qui sont en quête d'opportunités professionnelles. Donc, tout ceci m'a poussé à mettre en place mon cabinet, un peu comme Pauline, même comme nous ne menons pas forcément les mêmes combats, si on peut le dire ainsi, d'être vraiment au service des autres et d'accompagner les personnes en quête d'opportunités professionnelles, plus spécifiquement en termes de cible des étudiants, des salariés, des entrepreneurs, de manière générale. Donc, en gros, voilà un peu qui je suis en quelques lignes. Merci à tous les deux d'avoir bien voulu vous présenter. On va embrayer avec la deuxième préoccupation. Dans son numéro 20, publié en 2014 et rédigé par Soraya Sedkaoui et intitulé L'efficacité des TIC et l'atténuation de la pauvreté, quelle stratégie en Afrique, Kern Info affirme que l'extension des technologies de l'information et de la communication, TIC, continue de faciliter le changement technologique dans l'économie mondiale, dans l'économie mondialisée. Partagez-vous ce point de vue? En fait, on a voulu partir d'un cadre général pour rentrer dans le vif du sujet, ou alors dans le vif de la thématique, en l'occurrence télétravail.
Ok, donc si moi je dois peut-être répondre très rapidement, je vais dire que je partage un peu ce point de vue. Je partage ce point de vue pour plusieurs raisons, mais la fondamentale est juste la suivante. Le télétravail sur le continent africain a vraiment, on a commencé un peu à communiquer dessus à partir de la crise sanitaire en 2020. Et à partir de là, je pense que c'est à ce moment que on va dire, des organisations ont commencé à prendre vraiment la chose au sérieux et de développer en fait davantage leurs infrastructures numériques pour pouvoir assurer en fait la pérennité, la continuité du travail. Donc, du travail d'une autre manière, entre guillemets. Donc, pour moi, je pense que je vais vraiment dans cette même dynamique-là, en fait. D'accord, merci Frédéric. Pauline? Oui, donc pour ma part, si je dois répondre à la question, à savoir si l'éthique continue de faciliter le changement technologique dans l'économie, je partage totalement cet avis. Tout simplement pourquoi parce qu'en fait, l'extension d'éthique a transformé les emplois et les compétences, donc en jouant un rôle très important au niveau de l'apprentissage, donc dans divers contextes, que ce soit dans des contextes de vie ou dans l'industrie. De plus, je trouve que les procédés se sont automatisés, ce qui permet une efficacité et une plus grande productivité. Donc, on peut notamment constater dans le domaine de la vente, le transport et même le secteur bancaire. D'accord, c'est noté. Si je réponds bien à la question au niveau d'éthique. D'accord, c'est noté. Merci Pauline. Troisième préoccupation, dans une interview accordée aux Insights de l'Écho en 2021, Emmanuel Tassembedo, pas CEO d'Orange Money Cameroun, affirmait il y a 2 ans que le télétravail s'était vulgarisé, notamment en raison de l'impact socio-économique de la pandémie, et qu'il s'agit d'une tendance globale et qui est destinée à s'inscrire dans la durée. Partagez-vous ce point de vue? Peux répondre? Oui, Allô? oui, Allô? on s'était perdu, on s'est retrouvé. Donc, s'il vous plaît, avec votre permission, on va reprendre la question 3 depuis le début. C'était Ok. l'affirmation de Monsieur Tassem Bedo et Pauline avait la parole. Effectivement. Donc, du coup, pour reprendre, donc moi, je suis plutôt OK avec cette affirmation. Donc, comme je disais, je pense effectivement que le télétravail tend à s'installer dans la durée, de par l'incertitude qu'on vit. On est dans un monde marqué par l'incertitude. Et la crise sanitaire avait accéléré cette tendance. Et je parlais également de la France. Par exemple, nous en France, avant le Covid, le télétravail, c'était plutôt quelque chose d'occasionnel, contrairement aux Néerlandais qui, eux, avaient déjà cette pratique ancrée en quelque sorte dans leurs mœurs. Donc ici, nous, ce n'est que lors de la pandémie que c'est devenu un petit peu le quotidien de certains salariés. Et comme je disais également, pour ne pas me répéter, donc moi je trouve que le télétravail présente certains avantages comme des inconvénients. En parlant d'avantages, par exemple, en termes d'écologie, donc il y a une forte diminution de la prise des transports et l'utilisation des véhicules. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt bien si on est très axé vert. On a également une augmentation de la qualité de vie, la possibilité pour les employés qui ont la possibilité de faire le télétravail, de choisir leur poste de travail géographiquement parlant. Par exemple, quelqu'un qui était isolé a la possibilité d'aller travailler en famille dans je ne sais quelle ville et être moins isolé sans avoir la contrainte d'aller au bureau tous les jours. Et en termes d'inconvénients, ce que je trouve fort dommage, c'est qu'il y a une inégalité au niveau des corps de métier. Et bien évidemment, le télétravail ne peut correspondre à tout corps de métier. Il y a certains ouvriers qui ne peuvent pas avoir accès au télétravail. Et malheureusement, ça crée des inégalités, ça crée un manque de sociabilisation parce que du coup, en général, on travaille en général au minimum 7 heures par jour. Enfin, 7 heures par jour, il y a des gens qui font du temps partiel, etc. Mais on travaille au minimum 7 heures par jour. Donc, du coup, en termes de sociabilisation, ça pose problème. Et également au niveau de trouver l'équilibre, en fait,
entre la vie privée et la vie professionnelle. D'accord. Merci Pauline. Frédéric? Oui, Yvan, ben, écoute, je pense que Pauline a vraiment très bien encadré la chose. Elle a parlé des avantages, elle a parlé des inconvénients. Donc, moi, je vais te donner mon avis aussi par l'affirmative par rapport à l'assertion d'Emmanuel, entre guillemets, en disant que oui, c'est quelque chose qui va vraiment s'installer ou qui doit s'installer sur la durée parce qu'il y a des avantages comme Pauline l'a présenté. Mais moi, là où j'ai des doutes en réalité, pour avoir fait quelques voyages au Cameroun, Pauline pourra un peu témoigner un peu avant qu'on ne soit coupé là et tout, pour pouvoir aussi se dire que ça va vraiment durer et que ça va fonctionner. Il faut à un moment donné qu'il y ait aussi des infrastructures qui vont avec. C'est-à-dire, côté télécommunication, moi j'ai fait le test, la connexion Internet, sans vouloir prendre le parti d'un opérateur et tout, à tous les niveaux, c'est vraiment pas très intéressant en termes de couverture. La télécommunication aussi, n'en parlons pas. Et on a aussi un problème, hein, c'est-à-dire si on prend le cas du Cameroun, je ne peux parler, je ne peux que parler de ce que je connais, tu vois un peu. Il y a aussi ce problème de fourniture d'accès Internet. Donc oui, ça va vraiment aller sur la durée. Mais s'il faut que ça aille sur la durée, il faut qu'on prépare en fait le terrain pour qu'ils puissent avoir vraiment tous les infrastructures qui vont aider ceux-là en fait qui pourront travailler en télétravail. En gros, voilà un peu mon feedback et mon regard sur la question. Euh, d'accord, merci à tous les deux. Maintenant, on a une autre préoccupation. D'après vous, en l'absence de législation en la matière, c'est-à-dire en matière de télétravail, quelles sont les méthodes qui sont adaptées pour l'encadrement du télétravail au niveau local? Pour que ça fonctionne d'un point de vue législation, il faut déjà que on va dire, les entreprises ou du moins les organisations qui veulent en fait se lancer dans cette dynamique-là puissent comprendre un peu de bout en bout ce que c'est, comment responsabiliser, comment motiver, comment engager les collaborateurs à pouvoir vraiment instaurer ça dans leurs mœurs et dans le deuxième temps, il est nécessaire que le ministère du Travail aussi prenne les choses, on va dire, à part le corps pour que ça soit suffisamment cadré. Parce que Pauline, tout à l'heure, dans son allocution, a parlé d'inégalité par rapport au cœur de métier. Comment est-ce qu'on va pouvoir encadrer et définir la rémunération, par exemple, voilà, d'un ingénieur dans un certain autre domaine et d'un autre qui sont tous les deux plus ou moins en télétravail. Donc pour moi, la question va sur deux aspects. Il faut que les soient préparés à la chose et on a vu sur le continent africain, au Cameroun, moi j'ai eu des feedbacks, les gens n'étaient pas préparés. C'est-à-dire les gens ont pris le télétravail comme des pseudo congés et ils se sont un peu plus ou moins lâchés. Donc ça a été un peu la guerre à gauche et à droite. C'est maintenant que les gens ont commencé à peut-être, on va dire, prendre un peu plus conscience et grandir un peu en termes de maturité. Mais ça a été difficile. Et si le ministère du Travail n'y met pas du sien, ça risque d'être compliqué en fait de pouvoir se dire que côté législation sera suffisamment bien encadré. Merci Frédéric. Pauline? Oui, donc pour compléter tout ce que vient de dire Frédéric et que je partage totalement, pour ma part, donc les méthodes à appliquer, bien évidemment, l'État je pense qu'il doit avoir une réelle communication sur le télétravail. Comme vient de le dire Frédéric, malheureusement, on n'est pas tous consciencieux. Il y a des personnes qui, effectivement, ont eu à le prendre, moi la première, hein, pour ne rien cacher, quand le confinement est arrivé, on était tous dans l'incertitude, la peur, etc. Donc on n'était pas c'était pas vraiment ancré dans nos mœurs, on n'était pas préparé, il y avait rien de, enfin, on a dû en fait improviser un peu tous. Et je pense que effectivement, il faut mettre l'accent sur ce point dans le sens où ça doit faire partir de nos mœurs. On doit comprendre que on a la possibilité de télétravailler, mais on a également la possibilité d'être sur site. Ce qui veut dire, de la même façon qu'on travaille sur site, c'est de cette même façon en fait qu'on doit prendre notre travail au sérieux, qu'on soit à la maison ou ailleurs. Je pense également qu'il va falloir le contractualiser comme il faut, donc mettre bien le contractualiser, que ce soit bien appliqué, que ce soit je demande pas qu'il y ait une surveillance, un contrôle ou quoi que ce soit, mais il faut que les choses soient bien contractualisées et surtout donner la possibilité à toutes les entreprises qui peuvent le faire
pourquoi je parle d'imposer aux salariés? Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas adeptes du télétravail. Il y a des personnes qui se voient travailler en full remote, comme des personnes qui ont le besoin d'être entourées, qui ont le besoin d'être avec d'autres personnes. Il y a des personnes qui ne savent pas travailler toutes seules, qui ne savent pas s'auto-gérer et qui ont toujours besoin qu'on les dirige. Donc, je trouve important aussi que les entreprises puissent laisser, entre guillemets, le libre choix aux salariés de télétravailler ou pas. Et surtout, il y a un point très important que Frédéric a souligné tout à l'heure lors de la précédente question, à savoir que tout le monde n'a pas forcément les moyens d'avoir accès à Internet, une couverture de réseau qui prendra en charge, sur laquelle ils pourront travailler sans être interrompus, et même en parlant par exemple d'électricité ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est des choses aussi importantes que ce soit en Afrique ou même ailleurs, hein. Y a des personnes qui n'ont pas forcément Internet chez eux, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas forcément le matériel pour. Et ça aussi, je trouve que c'est important de pouvoir trouver des méthodes et encadrer cela. D'accord. Merci à Voilà pour tous ma les part. deux. Merci à tous les deux pour ces éléments d'éclairage. Je pense que vous avez même commencé à apporter des questions, pardon, des réponses à la question suivante. En l'occurrence, le télétravail peut-il être encadré dans une relation contractuelle euh, telle que l'est, par exemple, le travail dans sa conception classique? Est-ce que, autrement dit, est-ce qu'on peut, en matière de télétravail, parler d'un contrat de télétravail entre deux particuliers, entre une Carrément, organisation et un particulier? Tout à fait. Voilà. Ouais. carrément. Donc oui, d'accord, mais Donc, est-ce que vas-y, Pauline, on a vas-y. besoin de précision parce que vraiment, vous savez aussi bien que moi que c'est une question et c'est une préoccupation qui revient depuis 3 ans. Donc je vous laisse la parole. Vas-y, Frédéric, je te laisse. Bah, écoute, moi je pense que c'est possible de pouvoir établir une relation contractuelle avec une personne ou on va dire une organisation pour pouvoir avoir un contrat en mode télétravail, cahier de charge éventuellement du cahier de charge, du besoin, de l'activité. Donc en gros, c'est une étude de cas qu'on doit faire. Parce que pour moi, en réalité, dans le télétravail, il y a toujours en fait un mot qui revient, travailler. Le travail, c'est toujours plus ou moins le travail. Maintenant, il faut se rassurer que les personnes, entre guillemets, sont suffisamment matures et responsables pour pouvoir travailler, bien évidemment, à distance. Parce que même quand tu travailles, en réalité, c'est pas comme si on te surveille. Bon, ça dépend, il y a des organisations qui surveillent et tout, mais en fait, tu es responsable de ce que tu fais, tu vois. Donc moi, peut-être, je vais donner un tips ou un conseil si ça peut répondre à cette question. Pour qu'une personne puisse s'exprimer correctement en télétravail, il faut qu'il comprenne ou qu'il intègre le fait qu'il doit penser comme un salarié qui a un contrat de travail dans une entreprise et qui doit se lever tous les matins, démarrer sa voiture, se rendre au bureau et rentrer le soir. Donc quand tu as fait ce shift en fait dans ton esprit, tu peux travailler normalement sans problème. Et moi, je connais des gens en fait qui ne sont qu'intéressés par des opportunités de télétravail. Et même, on a vu depuis la crise sanitaire, tu reviendras avec moi, il y a beaucoup de gens qui ont pratiquement démissionné et qui se sont rendus compte qu'il y a des métiers en fait sur lesquels ils n'ont pas forcément besoin d'être sur site. C'est ça que tu vois de plus en plus de copywriters, de ghostwriters, de community managers. Il y a un peu de tout aujourd'hui. Et tous, pour la plupart, ont des contrats en télétravail. Et c'est des contrats de gré à gré entre voilà, une entreprise, un particulier ou éventuellement une start-up où on s'entend sur un cahier de charges qui est correct. Parce que tant que les objectifs, on va dire plus ou moins, sont atteints ou cochés, bah écoute, tu peux travailler partout où tu veux. Hein. Donc moi, c'est un peu ma conception de la chose. Ok, merci Frédéric. Pauline? Moi, je vais juste venir compléter ce que Frédéric vient de dire. Le télétravail doit être contractualisé, quels que soient les acteurs. Comme Frédéric l'a dit tout à l'heure, on parle de travail, peu importe qu'on soit sur site ou à la maison. Pour ne pas répéter, on doit être responsable. Responsable veut dire que si
j'ai des objectifs à atteindre et qu'au final je les ai pas atteints, je suis responsable de ce que je fais, de mon implication ou autre. Donc oui, le télétravail doit être encadré, il doit être contractualisé et il doit être respecté, peu importe que ce soit des particuliers ou des professionnels ou entre particuliers et professionnels. Donc je rejoins parfaitement ce que Frédéric a dit. Quels que soient les acteurs, ça doit être contractualisé. Voilà. D'accord. Yvan, si tu me permets de rajouter peut-être très rapidement, moi, par exemple, j'ai beaucoup de clients en télétravail. Et moi, l'éthique que j'ai ne me permet pas de me dire que si j'ai quelque chose à faire et que je ne le fais pas, bah, je vais me la couler douce. Bon, alors, je vais éteindre mon téléphone et, par exemple, mon client ne pourra pas me joindre. Tout récemment, j'ai eu une situation où je devais me rendre à l'hôpital. C'est vrai que c'est une situation, c'est un cas extrême, si on peut le dire entre guillemets, mais j'ai pris la peine d'informer mon client en lui disant, bah, écoute, je ne pourrais pas faire telle chose à telle heure comme il est convenu parce que je dois me rendre à l'hôpital. Et c'est mon client qui m'a dit, bah, écoute, vas-y, il n'y a pas de problème, tu n'as même pas à me prévenir. Je lui dis non, moi je suis conscient de ce que je fais. Et je prends beaucoup au sérieux mon travail, tu vois un peu. Donc, quelque part, pour que ça puisse vraiment, en fait, exister, il faut aussi responsabiliser les gens. Peut-être il faut réfléchir à un moment donné à les accompagner aussi. Parce que ne voyons pas seulement tout l'aspect contrat, tout l'aspect législation et tout, mais est-ce que les gens sont prêts à s'auto-responsabiliser et à être autonomes et garder la même éthique que lorsqu'ils vont en présentiel dans des bureaux, par exemple. Donc, ce que je voulais rajouter, hein, Yvan. D'accord. Merci à tous les deux. Il y a un point que vous avez relevé dans le télétravail. Il y a un risque d'incapacité à s'autogérer. Et conscient de ce risque-là, parfois certaines entreprises ont tendance à être un peu, je vais dire ça, hésitantes sur le télétravail, ou alors à essayer de mettre en place des outils de contrôle à travers, par exemple, des appels répétitifs, ou alors, enfin, Les réunions. les moyens sont assez Oui. variés. Donc j'évoque ce point parce qu'on est justement dans le cadre sur la question de contractualiser les contrats de télétravail. Et c'est pour avoir votre avis là-dessus, parce que bon, s'il faut contractualiser le contrat de télétravail, ça veut dire qu'il faudrait également tenir compte de cet aspect-là. Tout à Voilà. fait. Tout à fait, tout à fait. Il faut tenir compte de ça. Comme je t'ai dit, j'ai parlé de cahier de charges tout à l'heure. Moi, par exemple, si une entreprise me contacte et que je lui dis que, bon, écoute, le type de contrat qui m'intéresse et sur lequel je suis prêt à m'engager, c'est du télétravail, bah, je pose mes dates. Je fais une proposition parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on soit aussi suffisamment transparent. Ce n'est pas parce que l'entreprise a besoin d'une personne qu'elle doit tout imposer. C'est une discussion de gré à gré. Et c'est la raison pour laquelle le télétravail, en fait, ouvre cette opportunité-là de pouvoir co-construire quelque chose ensemble en vue de pouvoir collaborer. Donc, moi, je propose mes dates, je propose un cahier de charges, je propose ce que je peux aussi faire. L'entreprise me dit oui, non et tout. Je propose en fait mon volume horaire également. Si je bosse peut-être lundi ou mardi. En fait, tout est complètement écrit. Et maintenant, si on arrive, si on tombe d'accord, c'est à ce moment que voilà l'entreprise maintenant m'envoie le draft du contrat sur la base des différents échanges qu'on a eus. Et je le signe, on valide et on démarre la collaboration. En gros, pour moi, il faut juste pouvoir impliquer davantage le collaborateur et l'organisation. Les deux vont de pair. Hmm. Merci Frédéric. Pauline? Moi, je pense qu'il faut partir sur une relation de confiance. Sans confiance, on ne peut pas collaborer, peu importe le type de relation, que ce soit amicale ou autre. Sans confiance, il n'y a pas de collaboration ou alors la collaboration ne va pas durer sur le long terme. Effectivement, le télétravail, comme on l'a dit à plusieurs reprises, en fait, il faut éduquer. Il faut qu'on s'éduque entre nous, salariés, employeurs, etc. C'est un nouveau mode de fonctionnement à prendre en compte. Comme tous les précédents, hein, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, on s'est adapté et l'être humain est fait pour s'adapter et surtout que la vie est faite de changements. Donc je pense qu'une fois que les employeurs accordent leur confiance aux salariés, c'est valorisant de savoir que mon employeur a totalement confiance en moi
sauf si on est vraiment quelqu'un de très, de très comment dirais-je, borné et qui sait pas se remettre en question. Mais c'est très valorisant de savoir que mon employeur a confiance en moi. C'est comme un enfant en qui on a confiance. Il a envie de faire plus, il a envie de donner plus. Je pense que tant qu'il y a la communication, il y a la confiance et qu'on s'éduque contre nous, parce que bien évidemment, parfois, il y a des managers qui comme tu le disais, Yvan, qui vont appeler, qui vont caler des réunions à tort et à travers, tout ceci dans le souci de contrôler. Tant qu'il y a cette communication, tant qu'il y a cette confiance, je pense qu'on n'aura pas besoin de contrôler autant, parce que du coup, on fait confiance, on communique. Voilà, je sais que si j'ai attribué une telle tâche à un quelconque salarié, on a déjà eu à communiquer, que ce soit par mail ou quoi que ce soit. Il y a un suivi qui est fait. Je pense qu'il n'y aura pas, pour ma part, et Dieu le sait, j'ai eu à manager, j'étais directrice de cabinet, et pendant le confinement, et j'ai eu à manager une équipe dans ce sens-là, et ça s'est très bien passé, parce qu'il y avait la confiance, la communication et la transparence. Comme disait Frédéric tout à l'heure, on a un empêchement, on prévient. D'accord. Parce que voilà, aujourd'hui on a des outils, on sait qui est connecté à quel, enfin, quand on veut pousser un peu le bouchon loin, on peut savoir qui est connecté, à partir de quelle heure et quand est-ce que la personne est déconnectée, par exemple. D'accord. Merci à tous les deux. On a maintenant une autre préoccupation. Comment fixer la rémunération du télétravail? En fait, c'est la continuité de la question précédente, hein, parce que quand on parle de contractualiser, forcément, on ne peut pas contractualiser sans évoquer la rémunération. Alors, comment fixer la rémunération du télétravail? D'après vous, sur quels critères faudrait-il s'appuyer pour évaluer la rémunération de manière objective? Je peux prendre la parole si vous me le permettez. Oui. Oui, vas-y, Pauline. Alors pour ma part, les critères à prendre en compte dans un premier temps, ça va être le nombre d'heures de télétravail. Exactement. Le nombre d'heures, en sachant que quand on est sur site et quand on est en télétravail, on n'arrive pas forcément à différencier. On mélange un peu le privé et le perso, ce qui fait qu'en fait le nombre d'heures de télétravail est rallongé par rapport au nombre d'heures quand on est sur site. D'accord. Donc ça, c'est très important. Comment? D'accord. Donc c'est très important. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise, par exemple, où à une certaine heure, en fait, on nous déconnectait de l'outil. Okay. Donc ça se faisait à distance. Donc à une certaine heure, on décidait par exemple de télétravailler entre 10h et 18h, et 18h, hop, c'était déconnecté. Pour ne pas empiéter justement sur la vie perso, pour ne pas empiéter justement à avoir... parce qu'après, on fait de la contre-performance et c'est pas ce qu'on recherche. D'accord. Deuxièmement, je partirais sur les critères des équipements. Certaines entreprises fournissent des ordinateurs, téléphones, casques, imprimantes, chaises de bureau, etc., de matériel de bureau. D'autres pas. Et donc, il va falloir pouvoir rembourser les frais annexes engagés par le salarié. D'accord. Par exemple. Donc, si le salarié travaille avec son ordinateur perso, il va falloir pouvoir rembourser les frais sur son ordinateur perso, les frais sur sa ligne téléphonique, le casque, l'imprimante, le papier, l'encre, etc. D'accord. Ensuite, il y a d'autres frais. Il y a d'autres frais qui rentrent en compte. Quand on télétravaille, on utilise l'électricité de chez nous. On utilise notre Internet. Tout à fait. On utilise notre réseau portable. Et donc, ça, c'est des frais également auxquels il faut penser à rembourser. Il y a également la couverture contre les accidents de travail, parce que même si on travaille à distance, il faut qu'on soit couvert. D'accord. Dans le sens où, au travail, on a une couverture accident de travail, mais peu importe qu'on soit sur site ou en maison, on est toujours dans le cadre de l'exercice de notre fonction, donc il faut que ça rentre en compte la couverture contre les accidents de travail. Et également, pour tout ce qui va être restauration. Ce n'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on n'a pas le droit, par exemple, au titre de titre restaurant ou aux cartes restaurant pour manger, ou alors une participation employeur. Parce que qui dit télétravail dit un repas de plus. En général, on travaille entre 8h et 17h, par exemple.
il y a 2 repas qu'on ne prend pas chez nous en général. Alors qu'en télétravail, du coup, ça fait un repas de plus ou 2 repas de plus. Et il faut que l'employeur soit conscient que, au même titre que quand on est en entreprise, moi je parle par exemple de la France, on a accès au ticket restaurant, on a accès aux cartes restaurant ou alors à une participation de l'employeur. Et même en télétravail, il faut que ça rentre en compte. D'accord. Voilà pour ma part. Et pour les indemnités? Les indemnités de... Ça peut être les indemnités de déplacement, les frais, oui, les indemnités de déplacement, ou alors, Tout à fait. voilà. Que ce soit des indemnités de déplacement, des frais kilométriques, pareil, il faut que ce soit de la... On parle toujours de travail. Le seul mot qui se rajoute dans le travail, dans le télétravail, c'est télé. C'est qu'on est à distance. D'accord. Peu importe qu'on soit à distance ou qu'on soit sur site, dès lors qu'on fait un déplacement, dans tous les cas, le déplacement, il est justifié. D'accord. Donc, effectivement, les indemnités doivent être remboursées, que ce soit les indemnités de déplacement ou des indemnités de frais kilométriques. D'accord. Tout ça rentre en compte. C'est noté. Frédéric? Écoute, je pense que Pauline a très bien dit, hein. Moi, je voyais la chose sur le plan un peu volume horaire de travail et tout, mais effectivement, je l'ai dit, hein, lorsque j'ai pris la parole tout à l'heure, dans le télétravail, il y a toujours un mot qui est un mot qui est là, un travail. Donc, il va falloir pouvoir encadrer en fait tout ce qui rentre un peu en ligne de compte. Voilà, transport, déplacement, et bien évidemment, si et seulement si, pour le cas du transport, si le collaborateur a besoin éventuellement de se déplacer, il faut que ce soit suffisamment clair en fait sur des articles ou éventuellement des éléments dans le contrat. Moi, c'est un peu ça. Maintenant, si aussi le collaborateur qu'on souhaite recruter en télétravail dispose éventuellement d'un certain nombre d'outils, il faut aussi tenir compte de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ou alors l'entreprise, est-ce qu'elle donne ou elle met à disposition d'outils? En fait, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, du gré à gré. Hein. C'est toujours le contrat de travail, mais c'est une discussion par rapport au type de mission, par rapport à ce qu'on attend d'un collaborateur, en réalité. Quand on a tout ça, on prend un contrat de travail normal. Maintenant, on rajoute ce qu'il faut, on supprime ce qu'il faut et on se fixe en fait noir sur blanc en fait toutes les informations que les deux parties ont validées, quoi. C'est un peu ça. Parce que tout ce qui change, c'est vraiment l'intégration, on va dire, de bout en bout dans tout le process du contractuel du collaborateur. Parce que si tu remarques bien, quand tu viens en entretien, quand tu passes l'entretien et tout, tu as validé, on va dire éventuellement ta paye, on te propose ton contrat. Quelquefois, je ne sais pas pour vous, mais tu as juste l'impression que bon, c'est bon, j'ai plus rien à dire en fait. Tu vois? Tu signes juste le contrat, tant que tu vois ton salaire, tant que tu vois toutes les différentes rubriques en fait qui rentrent dans tes bénéfices, si on peut le dire ainsi, tu te dis bon, je me lance. Mais au niveau du télétravail, c'est complètement différent parce que le collaborateur a le pouvoir aussi quelque part de fixer en fait, de proposer ses heures de travail. Peut dire par exemple, moi je bosse deux fois par semaine, les autres jours moi je suis en congé et tout, et vous faites un contrat sur la base en fait de ça. Si bien évidemment ça arrange aussi l'entreprise. D'accord. Moi c'est un peu ça. Merci Frédéric. Bon, mais maintenant, dans la rémunération, est-ce qu'on peut intégrer, est-ce que c'est possible donc d'intégrer également dans le cadre d'un contrat de télétravail, comment dire ça, les assurances, par exemple assurance maladie, oui, assurance maladie, quoi d'autre? 13e Pour mois. ma part, Pardon? pour ma part, je dis pour ma part, excuse-moi, je t'ai coupé, mais pour ma part, je pense que c'est possible. C'est le contrat, en fait, il est le même. Dans la police de l'entreprise, je dis bien, tout est une question de police aussi. Tu vois un peu. D'accord. Si dans la police de l'entreprise, il est prévu que les collaborateurs qui soient sur site ou éventuellement à distance aient tous un contrat, aient tous une assurance maladie, moi je me dis, why not? Et pareil même pour les allocations sociales. Bien sûr, c'est toujours le travail. Ok. Quand tu es en télétravail, tu es toujours en activité. Normalement, on te défalque de l'argent tous les mois par rapport à ta CNPS. Tu as toujours des impôts que tu payes d'une manière ou d'une autre. En fait, ça ne s'arrête pas.
continue de fonctionner, ça continue de tourner. Maintenant, il faut juste se rassurer que l'activité impose ou permet que voilà, le collaborateur puisse bénéficier en fait de tout ça. S'il peut bénéficier, si c'est possible, bah, ça va se faire. En fait, c'est mon avis, hein, Pauline. Je ne sais pas si tu penses comme moi. Bah, en fait, pour répondre à cette interrogation, moi, je connais déjà une entreprise qui fonctionne pareil. Ils n'ont pas de locaux, ou alors ils ont des locaux qui sont délocalisés. Et la plupart, je dirais même que l'ensemble, ou presque tous, des collaborateurs sont en full remote. Et accès à tout. Autant que ce soit un salarié sur site, que ce soit l'assurance maladie, accident de travail. Ils ont à leur disposition le matériel qu'on leur fournit. Enfin, ils ont accès à tout comme des salariés lambda qui vont sur site tous les jours. Je pense que c'est quelque chose qui, dans la mesure du possible, quand c'est possible de le faire, on le fait. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quelque part, ça arrange un petit peu les employeurs. Pas de coût de locaux, pas d'électricité, de factures, etc. à payer. Oui, pas de charge, en fait. Exactement. Exactement. Donc, en fait, au final, c'est tout bénéfice pour les entreprises, mais également pour les salariés qui ont la possibilité de travailler. Je sais pas, moi, j'ai envie d'aller en Thaïlande et mon entreprise est basée en France. Je peux aussi bien profiter du beau temps de la Thaïlande et travailler. Donc, je pense que c'est tout bénéfice pour les deux parties quand c'est quelque chose qui est pensé et quand on va dans la même direction. Attention. Parce que comme on disait tout à l'heure, il y en a qui prennent un peu le télétravail comme des vacances. Alors que quand on adopte la même vision que l'entreprise, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc pour répondre à ta question, Yvan, moi j'ai un client qui le fait déjà. D'accord. C'est noté, merci. En fait, on est obligé de rentrer dans des détails, notamment pour les personnes qui sont censées nous suivre le café juridique, parce que ce sont des interrogations qui sont dans leur esprit, en fait. Et étant donné la vocation de la rencontre, c'est-à-dire donner des éléments, fournir des éléments d'éclairage. Merci encore à vous pour vos réponses à cette sixième préoccupation. On va embrayer avec celle qui suit dans une approche comparative de la pratique du télétravail dans d'autres pays d'Afrique, ou même en Europe ou en Amérique du Nord, en Asie ou autre. Diriez-vous que le télétravail est reconnu, plébiscité? Est-ce que le télétravail est reconnu? Ou alors est-ce qu'il est plébiscité? Ou alors est-ce qu'il est timidement accepté? Ou alors est-ce qu'il est mal appréhendé? Pour ma part, en fait, il est plébiscité et mal appréhendé. Pourquoi plébiscité? Parce qu'en fait, du coup, depuis la pandémie, on en parle beaucoup du télétravail. On l'a vécu, enfin, ça nous a été imposé naturellement et on l'a vécu. Et donc, du coup, en fait, même l'après-confinement, certaines entreprises ont eu du mal à retourner, et même des salariés ont eu du mal à retourner en entreprise. Enfin, ça s'est fait progressivement. Pourquoi je dis que c'est plébiscité? Du coup, parce que beaucoup d'employeurs se penchent vraiment sur la question. Pas mal de salariés trouvent leur compte. Et l'État encourage aussi, parce qu'il ne faut pas oublier l'État. En tout cas, moi, je parle de ce que je connais. Ici, en France, l'État encourage énormément les entreprises à passer au télétravail. Ils sont subventionnés. L'État donne énormément d'argent. Il supporte beaucoup d'employeurs dans cette démarche-là. D'accord. Voilà pourquoi je dirais que c'est plébiscité. Mal appréhendé, pourquoi? Je dirais que c'est mal appréhendé de la part des employeurs. Car dans un premier temps, ça représente une organisation différente de celle d'organisation habituelle. Mais ça demande également de faire confiance, comme on disait tout à l'heure, et de ne pas être dans le contrôle. Quelque chose qui est un peu compliqué parce que quelque part, la confiance n'exclut pas la méfiance, bien évidemment. Mais du coup, ça demande une réorganisation, et même en termes de SIRH, de logiciels et j'en passe, de contractualisation, etc. Donc, ça demande une grosse organisation à mettre en place et surtout une autre vision de la collaboration entre les managers, les directeurs, etc. et les employés. D'accord. Donc, pour ma part,
Donc, Pardon. il faut repenser notamment du fait que la relation, du fait de la dématérialisation, en fait. Oui, parce que du coup, en fait, c'est moins humain. On D'accord. n'échange plus autour d'un café. Même les réunions sont tout en visio. Bon, on a essayé un peu de rendre ça ludique, un peu pendant le confinement, où on se faisait des apéros en visio, etc., pour, euh, pour conserver ce côté humain. Mais c'est vrai que quelque part, le fait de télétravailler, on perd un peu cette chaleur humaine. D'accord. Donc je pense qu'effectivement, c'est mal appréhendé, même pour certains salariés. Parce que c'est pas tous les salariés qui souhaitent être en télétravail. Il y a des personnes qui n'aiment pas du tout être seules, qui n'aiment pas du tout être isolées, qui ne savent pas s'autogérer, qui ne sont pas responsables. Et du coup, même pour ces salariés-là, c'est pas très bien, c'est mal appréhendé. D'accord. Merci, Pauline. Frédéric? Bah, je pense pareil aussi, hein, c'est mal appréhendé parce que voilà, il y a des gens qui militent pour voilà être en télétravail, il y a d'autres qui n'entrevoient pas de voilà d'être entre quatre murs à distance parce qu'ils préfèrent aussi cette chaleur humaine. Mais je pense que de manière un peu générale, quand il y a un accompagnement et il y a un appui en fait de l'État, de manière générale, ça la pilule passe un peu plus simplement. Elle passe D'accord. plus simplement parce qu'il y a un appui, parce qu'il y a aussi un accompagnement aux entreprises, parce que quelque part, les entreprises, ils voient peut-être un manque à gagner. Mm. Parce que si on met par exemple 40% ou 80% des effectifs en télétravail, est-ce qu'on est sûr qu'on aura le même rendement? Est-ce qu'on est sûr qu'on aura la même productivité? Donc en gros, quand il y a maintenant un appui en termes d'accompagnement financier par voilà, l'État, ça devient un peu plus simple et les gens aussi commencent à devenir un peu plus responsables. En bref, ça rentre dans les mœurs. Parce que moi, par exemple, euh, je connais quelqu'un qui vit en Nouvelle-Écosse. Lui, toute sa vie, n'a travaillé qu'en télétravail, en fait. Il ne sait même pas ce que ça fait d'aller dans les bureaux. Et ça fonctionne. Ça fonctionne normalement. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci. Et on est arrivé au terme de notre échange parce que c'est juste la dernière question, huitième et dernière préoccupation là, qui est en fait une répétition d'une ou deux autres préoccupations qu'on a évoquées plus haut. Et diriez-vous que le télétravail figure dans la liste des changements à intégrer et à encadrer du point de vue juridique dans le contexte actuel marqué par les incertitudes? Allô? Moi, je vote oui. Moi, je vote oui, Ok. dans tous les cas. Merci Frédéric. Pauline? Je vote également oui, parce que la pandémie nous a finalement ouvert les yeux sur cette nouvelle façon de travailler qui devient de plus en plus monnaie courante. Et donc oui, c'est un mode de travail à intégrer, donc, mais par contre, il faudra vraiment ficeler l'encadrement. Ouais. D'accord. Euh, Encadrement entreprise, encadrement aussi collaborateur, et bien évidemment en amont, encadrement aussi voilà, de l'État. Tout à fait. Donc, merci à tous les deux. Merci d'avoir bien voulu vous rendre disponible pour ce café juridique autour du thème modalité et rémunération du télétravail. Euh, Nous espérons qu'on aura le plaisir de vous retrouver sur d'autres panels autour d'autres thématiques, en restant quand même dans le scope des RH, puisque c'est votre secteur d'activité ou alors domaine d'activité. Une fois de plus à tous les deux, bonne et heureuse année 2023, puisqu'on est toujours en plein mois de janvier. Donc Merci voilà. beaucoup. Bonne Merci. année. Bonne année à toi et au plaisir voilà, de nous retrouver sur d'autres sujets, hein, parce que D'accord. l'idée c'est de partager avec les autres. Et voilà, si tu as des retours à la suite de ce qu'on a eu aujourd'hui en termes de questions, éventuellement auprès de ton public cible, n'hésite pas à nous remonter les choses, D'accord. quoi. On sera aussi ravis de pouvoir peut-être nous rapprocher de ces personnes-là qui ont beaucoup de questions pour leur apporter nos modestes contributions.